Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. Se laver les mains, porter un masque, bien désinfecter les surfaces à risque, respecter la distanciation sociale face à la pandémie du Covid-19, comment se comporte le personnel médical dans les hôpitaux, nous avons cherché à mieux comprendre. L'usage des pesticides reste et demeure un problème pour l'agriculture et l'environnement. Dans ce 1945, Amandine Anyamboso nous propose un reportage sur les impacts des pesticides et les alternatives à ces produits chimiques. Au-delà de son caractère de multiplicité, la diversité culturelle est un outil indispensable pour le dialogue et le développement. On en parle dans ce journal. La crise du coronavirus ne finit pas de parler d'elle, à l'instar des secteurs vitaux de l'économie. Le personnel soignant n'est pas à l'abri de cette pandémie. De nouveaux comportements sont adoptés par les médecins, infirmiers et autres corps de la santé pour se mettre à l'abri et ainsi préserver la vie humaine. Quelle est la situation dans les hôpitaux et comment se comporte le personnel médical face au coronavirus? Une équipe de la rédaction a fait le constat dans un hôpital de Cotonou. Comme tous les matins, c'est l'heure de la visite des patients. Une ronde quotidienne effectuée par ce chirurgien. Pour lui, le personnel de santé est en alerte tous les jours. Vous vous lavez les mains à chaque fois qu'il y a un malade avant de l'examiner, après avoir touché le patient. L'autre chose, c'est que le port de bavette, c'est vrai que c'est la nouveauté, est exigé. La distanciation également est exigée dans les consultations. En attente d'acheter les médicaments à la pharmacie de l'hôpital. Et à l'entrée de l'hôpital, il y a un système de lavage des mains et où on oblige tous les entrants de l'hôpital à se laver les mains avant d'y entrer. Après sa ronde, il entre en salle de chirurgie. Ici, pas de place à la négligence. Les aides-soignants, infirmiers et médecins sont parés. Tous ceux qui sont dans le bloc pour éviter les infections nosocomiales ou les infections du site opératoire, chez le patient, sont obligés de porter des masques, des bavettes pour se protéger eux-mêmes et protéger le patient qui va être opéré. Vous voyez, moi, j'ai une visière en plus de mon masque parce que lors d'une intervention, il y a du sang qui peut vous éclabousser. Dans cette clinique à Atikamai, la pandémie oblige à filtrer les entrées et éviter l'affluence. Et pour y arriver, de nombreuses mesures sont mises sur pied. Il y a déjà le dispositif de lavage des mains et de séchage qui est à l'entrée. Après ça, il y a un personnel juste à l'entrée qui prend la température. Et ensuite, il y a un questionnaire et c'est la clinique qui a fait tirer cela. Et le personnel garde ce questionnaire sur lui, pose les questions aux patients suivant ce qui est recommandé et il y a des cases qu'il faut cocher. En dehors de cela, chaque patient qui vient n'a pas besoin de garde malade, sauf si ce patient est dans l'incapacité de pouvoir communiquer avec le personnel médical. Plus rien ne sera donc plus comme avant et les hôpitaux y veillent. L'arrivée de la pandémie a accéléré et accentué les gestes que nous devions avoir pour ne pas être vecteurs de la maladie ou bien ne pas recevoir en voulant soigner. Et aujourd'hui, je crois, les habitudes sont en train de changer profondément, non seulement au niveau du personnel médical, mais également de tous les usagers. Si la guerre engagée contre le coronavirus n'est pas prête de finir, le personnel soignant des centres de santé et hôpitaux du Bénin est aguerri et en constante vigilance. La pandémie du coronavirus est en train d'être maîtrisée à travers le monde et déjà nombreux sont ceux qui envisagent une réouverture de leurs frontières. L'OACI a rendu publique la liste des dates de réouverture des aéroports dans plusieurs pays. Au Cameroun, seuls les vols Air France sont envisagés dès le 30 juin. Reportage.
Atterrissage sur la piste de la résilience, le troisième du genre depuis la fermeture des frontières. Comme quelques cas, cette compagnie bénéficie d'une autorisation spéciale du gouvernement en cette période pandémique, avec dérogation pour un petit nombre de vols commerciaux. Au milieu de cette cargaison, 219 passagers. À la porte de Yaoundé, chacun doit montrer patte blanche. Un certificat de test du Covid-19 datant d'au moins 3 jours. Nous avons placé un dispositif qui nous permet de trier les passagers. Donc, ceux qui ont les tests qui datent de moins de 3 jours sont dirigés dans une zone. Et ceux qui ont les tests de plus de 3 jours sont dirigés dans la zone de test. Donc c'est les passagers qui ont un test datant de plus de 3 jours qui sont retestés au test du diagnostic rapide. 15 minutes de contrôle par personne. Un protocole en vue de détecter le moindre facteur de propagation du virus. C'est un protocole du ministère de la Santé pour se rendre compte si tous les passagers qui rentrent dans le Cameroun sont systématiquement testés négatifs. Ce détour à l'arrivée fait voyager dans la réalité de la rigueur du nouveau système de santé mis en place. Je pense que ça vaut la peine parce que pour les mesures de sécurité, pour la protection de la santé à l'État camerounais, je pense que ce fardeau, on peut encore le supporter 1 à 2 heures pour avoir la conscience tranquille sur l'état de santé. La fatigue étant, certains oublient le respect de l'écart physique, pourtant bien indiqué. Après le résultat du test négatif, les passagers étaient libres de regagner enfin le bercail, à l'image d'Isaac. J'ai des petits-enfants qui m'attendent, j'ai au moins 16 petits-fils. Aucun passager arrivant de partout ne peut se soustraire à cet examen d'accès en terre camerounaise. Le Niger vient de bénéficier d'un nouveau don en matériel médical de la Chine d'une valeur de 360 millions de francs CFA. Cet appui va améliorer les capacités de prise en charge du secteur sanitaire nigérian dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Au total, 10 000 kits de tests, 20 000 masques de protection, 350 000 bavettes chirurgicales, 10 000 combinaisons de protection, 15 000 lunettes de protection et 10 000 paires de gants jetables ont été reçues. Des alternatives aux pesticides, c'est désormais possible. Ces substances utilisées pour lutter contre les organismes se révèlent nuisibles aux productions agricoles. Du coup, nombreux sont les paysans qui ont opté pour l'utilisation de nouvelles méthodes en vue de les préserver. Amandine Anyamboussou. 50% de la production agricole est perdue chaque année avant ou après la récolte dans le monde. Pour protéger les cultures des bioagresseurs nuisibles, les paysans font recours aux pesticides. Les pesticides, c'est des produits qui sont élaborés pour contrôler ou tuer les pestes, c'est-à-dire les insectes. Si vous entendez cide, ça veut dire que ça tue. Et parmi ces pestes, nous avons les insectes, nous avons les champignons, nous avons toutes sortes d'insectes qui peuvent vraiment endommager la culture. En plus de tuer l'espèce visée, les pesticides chimiques de synthèse peuvent contaminer et tuer les autres acteurs de la chaîne alimentaire. Donc aujourd'hui, en tuant les pesticides, on dégrade, on tue la vie microbienne du sol. Or, sans la vie microbienne du sol, il ne peut pas avoir de bons rendements. Il peut pas avoir l'agriculture. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de paysans constatent que nos terres sont très pauvres de jour en jour. Il y a beaucoup d'études qui ont démontré que les pesticides étaient néfastes pour la santé. Il y a des problèmes de cancer, il y a des problèmes de diabète, il y a des problèmes de fibrome. Il y a plusieurs maladies quand même qui sont à la base de l'utilisation des pesticides. Même dans les vallées, les zones humides, on rencontre des personnes qui vont déverser ces herbicides dans les zones humides, disant qu'ils veulent contrôler les herbes. C'est une aberration totale. Vous voulez planter sur un terrain et le terrain est déjà contaminé par les herbicides. Qu'est-ce que vous voulez récolter pour l'homme? Sans une terre en bonne santé, on ne peut pas avoir des récoltes qui vont servir à la nutrition ou à l'alimentation humaine. Même à l'alimentation animale, ce n'est pas possible. Pour changer la donne, des solutions existent et se multiplient afin de réduire l'usage des pesticides chimiques de synthèse. Nous avons l'huile de Nîmes, nous avons les feuilles de Nîmes, nous avons les graines de Nîmes. À part cela, on peut ajouter cela le savon coton pour finir la solution. Parce que l'huile de Nîmes, on le fait dans une solution, le mélange de l'eau. Que ce soit et les feuilles de Nîmes, aussi on les utilise. Mais aussi, nous avons le gingembre, nous avons l'ail, nous avons
nous avons montré que le tabac, et nous avons la cendre. Nos paysans savaient faire la rotation des cultures. Nos paysans savaient faire l'association des cultures. Il y a même les luttes étagères. On connaît tout ça. Si cette semaine de recherche d'alternatives pour les pesticides peut vraiment inspirer nos autorités, nos décideurs à regarder au niveau local ce qui est utilisé, moi je pense que ça peut enrichir notre économie parce que nous allons utiliser de moins en moins ce qui nous vient de l'extérieur et qui nous coûte vraiment excessivement cher. Cultiver sans pesticides chimiques de synthèse, c'est bien possible. La règle fondamentale de l'agriculture est de respecter les écosystèmes naturels et de penser agronomie plutôt que chimie. On parle cette fois de la diversité culturelle. C'est une multiplicité de langues, de religions et de modes de vie dans une communauté. Elle est importante pour la cohésion sociale et constitue un outil indispensable pour le dialogue et le développement. C'est ce que nous explique le socio-anthropologue Félix Badagon. Il faut voir à travers la diversité culturelle la notion de culture. La notion de culture renvoie à l'ensemble des moyens dont dispose une communauté donnée pour répondre à ses besoins. Lorsque vous êtes dans votre culture et la langue que vous parlez, c'est par exemple un moyen de communication, c'est un moyen de faire passer des messages dans votre communauté. La culture ne renvoie pas qu'à la langue. La culture, c'est aussi la religion. La culture, c'est également les arts. Et de ce point de vue, on peut passer par exemple par la langue pour régler un différend qui naît au sein des membres d'une communauté. On peut passer par peut-être les arts pour régler peut-être les différends qui sont nés au sein d'une communauté. On peut passer également par la religion pour régler effectivement également un différend qui naît, un conflit qui naît au sein d'une communauté. Elle est un outil de développement en ce sens aussi que quand vous prenez les différentes cultures que nous avons au Bénin par exemple, nous pouvons à travers ces cultures-là produire de belles œuvres afin de pouvoir vendre ces œuvres-là à ceux-là qui ne sont pas de notre pays, à ceux-là qui veulent voir quelque chose de nouveau. Quand vous prenez les arts par exemple, nous pouvons passer par ces arts-là pour vendre des choses que les autres n'ont pas et que nous pouvons faire valoriser. Que chacun mette en valeur sa culture, c'est d'abord de savoir que ce que j'ai, là où je suis né, la communauté à laquelle j'appartiens, cette communauté-là est riche et que je peux faire tout ce que je veux dans ma communauté, à travers ma communauté. Ainsi se referme ce journal. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.